Salomon, fils de David et roi d'Israël, a fait construire le premier temple de Jérusalem. D'après la Bible, il était le plus sage et le plus riche de tous les rois. Mais d'où tenait-il cette fortune? Les légendes parlent d'extraordinaires mines d'or et de cuivre. Mais où se trouvait-elle? Des archéologues ont cherché des traces de la vie de Salomon sans succès. Aujourd'hui, hormis la Bible, rien n'indique que Salomon a existé. Dans la roche des déserts de Jordanie, on a découvert des puits de mines de 30 mètres de profondeur, ainsi que des traces d'une activité de fusion. Ces couches témoignent de la production industrielle de métal qui a été organisée ici. Pourrait-il s'agir des mines du roi Salomon? Et ces ossements, sont-ils ceux de mineurs? Des vestiges de cités antiques et des écrits en hébreu primitif ont été mis au jour. Ils remontent à l'ère de Salomon. Ces éléments sont autant d'indications sur l'époque du grand roi de la Bible. La Bible décrit Salomon comme le souverain sage et juste du royaume d'Israël. Un grand homme de l'Orient antique. Le monde entier venait voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Sous son règne, le royaume établi par son père, David, est devenu plus puissant et plus prospère. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates. Il a fait construire de nombreux édifices. À Jérusalem, il a fait ériger le célèbre temple de Salomon pour y placer l'Arche d'Alliance, emblème spirituel du royaume d'Israël nouvellement unifié. « 3000 ans plus tard, Salomon est toujours révéré par les trois grandes religions de la Terre Sainte. Dans le judaïsme, Salomon est admiré parce qu'il a fait bâtir le premier temple. Les chrétiens le considèrent comme le plus sage des rois de l'Ancien Testament. Pour les musulmans, il est le grand prophète Sulayman. Pourtant, l'existence de Salomon et de son royaume n'a jamais été étayée par des preuves archéologiques. Il reste peu de traces de ses palais, de son temple ou des sources de sa grande richesse. On en sait encore très peu sur le Xe siècle avant Jésus-Christ, période à laquelle il a vécu. Ce mystère déconcerte les archéologues depuis des années. C'est également le sujet de débats animés entre universitaires. Nombre d'entre eux doutent même que Salomon ait véritablement été roi. Ils pensent que Salomon et son père David étaient de simples chefs de tribu. Mais s'ils étaient bien de grands rois, d'où provenait leur fortune? Une découverte surprenante pourrait apporter la réponse à cette question. Voici d'anciennes mines. Les puits disparaissent dans les profondeurs du désert de Jordanie. Des ossements. S'agit-il de corps de mineurs? Et si oui, pour qui travaillait-il? Bien que les mines du roi Salomon ne soient jamais évoquées dans la Bible, elles ont alimenté les légendes au fil des siècles. Elles ont été rendues célèbres par un roman du XIXe siècle
et pas moins de 3 films hollywoodiens. Ces mines sont-elles vraiment celles de Salomon? Est-ce ici qu'il a puisé son immense richesse? De nouvelles découvertes sont en train de modifier notre perception de l'Antiquité. Certaines accréditent les récits de la Bible. D'autres donnent une toute autre image de la période à laquelle Salomon a vécu. Notre voyage sur les traces du roi Salomon commence à quelques centaines de kilomètres à l'est d'Israël. Pétra, un ancien centre de commerce construit il y a plus de 2000 ans dans les montagnes de Jordanie. Dans les environs de Pétra se trouvent les ruines d'un royaume ancien, Édom. Depuis plus de 10 ans, l'archéologue Tom Levy étudie l'évolution du royaume édomite. La Genèse indique qu'il a été établi par les descendants du frère de Jacob, Ésaü, avant même la création de l'Israël antique. Les vestiges des villages édomites se trouvent sur les montagnes et les plateaux qui surplombent Pétra. Tom Levy cherche à savoir d'où provenait la richesse du royaume d'Édom. Son enquête l'a mené jusqu'à la faille de la mer Morte. C'est ici, dans cette vaste étendue déserte située entre Israël et Édom, qu'il a trouvé les indices qu'il cherchait. Dans la région de Wadi Feinan, il a découvert une faille dont le sol est tapissé d'une mystérieuse roche noire. Ce sont des scories solidifiées, des résidus de la fusion du métal. À proximité, plusieurs conduits ont été creusés dans la roche. Ils mènent à de très longs tunnels. Dans toute la zone, on trouve une roche bleu-vert, du cuivre naturel. Des scories, des mines, du cuivre, tout concorde. Il s'agit d'une ancienne mine de cuivre rattachée à une fonderie. La majorité des universitaires pensaient que le royaume édomite tenait sa richesse des routes commerciales. Mais pour moi, la production de métal et l'exploitation minière ont joué un rôle clé. Cette région a été baptisée Khirbat en-Nahas. Khirbat en-Nahas signifie les ruines du cuivre en arabe. Comme vous le voyez, tout ici est recouvert de scories noires. Tom conduit des fouilles sur ce site depuis près de 10 ans. Il est parvenu à comprendre comment les mineurs procédaient. Ils séparaient le cuivre pur du minerai primaire, puis rejetaient les résidus provenant de l'extraction. La présence de différentes couches de scories indique que la production de cuivre a duré plusieurs centaines d'années. C'est une découverte incroyable. Ces couches témoignent de la production industrielle de métal qui a été organisée sur ce site. J'ai l'impression de tenir un livre qui raconte l'histoire de la métallurgie dans la région. Selon Tom Levy, la production de métal a influé sur le destin d'Édom et d'Israël. Grâce aux métaux, utilisés pour fabriquer des outils et des armes, une société agraire s'est développée jusqu'à devenir un royaume. Dans l'Antiquité, les hommes ont compris qu'un métal extraordinaire pouvait être fabriqué à partir de ces cailloux bleus. Lorsqu'on le fait chauffer, il se ramollit. Allié à l'étain,
Il brille d'un éclat magique. C'est ce qui marque la fin de l'âge de pierre et l'avènement de l'âge de bronze. Erez Ben Yosef, un des étudiants de Tom Levy, s'intéresse à l'évolution des premières techniques de production du cuivre. Comme vous le voyez, ce n'est qu'une simple fosse. Voici le minerai primaire de cuivre. Il faut le broyer, puis trier les fragments qui contiennent du cuivre. Ce n'est pas évident. Pour séparer le cuivre du minerai, les mineurs devaient faire chauffer la roche à 1200 degrés. Ils faisaient monter la température des feux de charbon à l'aide de sarbacane. Il faut 3 personnes qui soufflent sans interruption. Erez et ses collègues ont dû souffler continuellement pendant 2 heures pour que le minerai commence à fondre. Vous voyez la flamme bleue? Elle indique que le minerai entre en fusion. Ils espèrent trouver des gouttelettes de cuivre au fond du creuset. Oui, très bien. On dirait bien qu'on en a. Ça ressemble à du cuivre. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une autre là. Elle est toute petite, mais c'est bien du métal. Elle a la couleur du cuivre. L'équipe a fourni énormément d'efforts pour obtenir cette gouttelette. Pourtant, les hommes ont appliqué cette méthode pendant des milliers d'années. La complexité de la production pourrait expliquer pourquoi le cuivre était uniquement utilisé dans la fabrication d'objets rituels et décoratifs. Mais cette technique de production à petite échelle n'a rien à voir avec ce que Tom Levy a mis au jour à Khirbat en-As. Depuis plusieurs années, son équipe de l'Université de Californie à San Diego exhume les ruines d'une grande usine de production de cuivre. Le site est si vaste que l'équipe a décidé de lâcher des ballons d'hélium équipés d'appareils photo pour évaluer son étendue. Les clichés aériens révèlent les aménagements de cette usine. Une forteresse, un portail, un bâtiment administratif, une tour, un temple. Cette usine était immense. Sa surface totale était de 10 hectares. Ils étaient jusqu'à 10 000 à travailler ici jour et nuit pour faire fonctionner les fourneaux où le cuivre était fondu. Erez Ben Yosef est en train de mettre au jour l'un de ces fourneaux. C'est extraordinaire de pouvoir réassembler ces outils pièce après pièce. Erez déterre les tuyères de déjection, des conduits par lesquels l'air du soufflet était envoyé dans le haut fourneau. C'est la tuyère du soufflet. C'est l'une des mieux conservées que l'on ait trouvées sur ce site. Pour Erez, la présence de cet outil prouve que les mineurs employaient des technologies avancées pour produire du métal à grande échelle. On va tenter de la dégager, si on parvient à l'attraper de ce côté.
Il ne faut pas la casser. Voyez là. Elle est en bon état. On distingue bien la tuyère. Elle est couverte de scories. C'était la pièce la plus chaude du haut fourneau. On voit même des agglomérats de cuivre dans les scories. C'est bel et bien du cuivre. La tuyère est composée de plusieurs couches d'argile réfractaire. Ainsi, la pièce pouvait résister à la température de 1200 degrés qui régnait dans le fourneau. Ce fourneau vertical était alimenté par des soufflets à pied qui pompaient un flux constant d'air. Le fourneau vertical a été mis au point au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est grâce à cet outil que la production de cuivre a pu gagner en efficacité. Ici, le métal était produit en quantités industrielles. John Grattan est spécialiste des sciences environnementales. Les traces de pollution qu'il a trouvées sur le site de l'usine rendent compte de l'intensité de son activité. J'ai là un instrument qui mesure la teneur en métaux dans l'environnement. Ainsi, je peux situer les zones polluées. L'appareil indique que l'échantillon prélevé contient 7000 parties par million de cuivre, soit 7000 fois la quantité maximale pour que l'environnement ne soit pas considéré comme toxique. Et en plus du cuivre, déjà très dangereux, je constate que la Terre contient une dose élevée de plomb, de zinc et d'arsenic. Tout ça sur un petit échantillon. À l'aide d'un spectromètre de fluorescence X, John Grattan trouve des éléments qui confirment l'ampleur de la production de Khirbat Ennaas. L'utilisation du cuivre ne se limitait pas à la confection d'objets de décoration. Le métal était devenu un produit courant, indispensable à la fabrication des outils, des armes et des édifices. La demande de cuivre a explosé et la faille de la mer Morte est devenue une gigantesque usine. Ces éléments témoignent de la première révolution industrielle qui, selon moi, a marqué l'émergence du monde moderne. Mais comment les mineurs se sont-ils procuré le minerai nécessaire à la production du cuivre? Une quinzaine de mines ont été découvertes dans les collines riches en cuivre des environs de Khirbat Ennaas. Mohammad Najjar, l'archéologue jordanien qui co-dirige le projet, conduit des fouilles dans l'une d'elles. Nous avons découvert que les puits des mines dataient d'il y a 3000 ans. La plupart des mines ont été creusées à plus de 30 mètres sous terre, où se trouvent les filons de cuivre. La descente est périlleuse, même pour ces hommes munis d'équipements modernes. Ce n'est pas évident de descendre et de remonter. Nous savons que les mineurs de l'Antiquité passaient de longs mois dans les mines. Mohammad Najjar et Tom Levy sont convaincus que les ouvriers étaient des esclaves. Aucun ouvrier n'aurait eu envie de faire ce travail, même en échange d'un salaire. L'activité d'extraction de minerais à cette échelle ne pouvait sans doute pas exister sans un système de travaux forcés. Emprisonnés dans des tunnels creusés à plusieurs dizaines de mètres sous terre, les mineurs extrayaient le minerai de cuivre qui était ensuite chauffé dans les hauts fourneaux de Khirbat Ennaas.
Le minerai était transporté par des caravanes de dromadaires. On va emporter le minerai. Pour mieux comprendre le fonctionnement du système d'approvisionnement, Tom Levy reconstitue un convoi. Nous allons faire une petite expérience. Nous avons extrait un minerai de cuivre dans une des mines comme celle qui est derrière moi. Les Bédouins vont nous aider à le transporter à l'aide de ces dromadaires. Ainsi, nous saurons comment ils procédaient à l'époque. Tom constate qu'un dromadaire peut porter 120 kg de minerai. Mais en général, ce minerai est composé de 10% de cuivre et de 90% de roche quelconque. Ainsi, un dromadaire transportait le minerai nécessaire à la production de 12 kg de cuivre pur. Il y a 3000 ans, des caravanes semblables à celle-ci devaient traverser le désert quotidiennement. Leur destination, Khirbat en-Nahas, le plus grand site de fusion de cuivre de la région. L'épaisseur des scories indique que le site a permis de produire 5000 tonnes de cuivre en tout, assez pour alimenter toute la région. L'analyse isotopique d'objets retrouvés sur différents sites de l'Israël antique montre que la matière provient de la région de Wadi Feinan. Des objets en cuivre découverts en Israël et datant des 11e et 12e siècles avant Jésus-Christ ont été étudiés. Le métal a été extrait à Wadi Feinan. Ce cuivre a peut-être même été acheminé à Jérusalem, où Salomon a fait édifier le premier temple. La Bible indique que des métaux précieux ont été utilisés pour sa construction, et notamment des tonnes de cuivre. La région de Wadi Feinan est la source de cuivre la plus proche de Jérusalem. Il fallait 3 jours pour faire le voyage. Le Seigneur s'adressa à Salomon. Tu bâtis ce temple pour moi. Si tu t'appliques à obéir à tous mes commandements, alors je viendrai demeurer dans ce temple parmi les Israélites, et je n'abandonnerai jamais Israël, mon peuple. Alors, Salomon construisit le temple. Dans l'enceinte du temple, il fit placer de délicates statues et de grandes colonnes. Dans la Bible, il est précisé que tous ces éléments étaient en cuivre étincelant. Salomon aménagea un sanctuaire à l'intérieur du temple et y déposa l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il revêtit le sanctuaire d'or fin. Si le temple et les palais de Salomon ont bien existé, leur construction a demandé beaucoup de cuivre. Qui contrôlait l'industrie du cuivre dans la faille de la mer Morte? Une chose est sûre, elle a été organisée par une société très avancée. La production de cuivre suit plusieurs étapes: l'extraction, la fusion, la distribution. Ces différentes activités doivent être supervisées. Seule une société très développée pouvait s'en charger. La production devait être encadrée par une structure très complexe, comme un royaume. Mais de quel royaume s'agissait-il? Khirbat en-Nahas se situait dans un désert entouré par 3 royaumes de l'Antiquité. Tous auraient pu gérer la production du cuivre. L'Israël antique se situait à l'ouest, Édom à l'est
et loin au sud-ouest se trouvait la grande puissance de la région, l'Égypte. J'étais assis là lorsque mon collègue, le docteur Najjar, a remué les bras frénétiquement en criant qu'il avait trouvé quelque chose. Un scarabée égyptien. La présence de ce scarabée semble indiquer que l'Égypte a joué un rôle important dans la région. Une tombe égyptienne a été découverte sur un autre site à proximité. Cela confirme que les Égyptiens contrôlaient l'industrie du cuivre dans la faille de la mer Morte pendant les siècles qui ont précédé l'avènement de Salomon. Les Égyptiens géraient ces mines, ça ne fait aucun doute. Ce sont eux qui les dirigeaient au XIIIe siècle. Mais au XIIe siècle avant Jésus-Christ, des événements inexpliqués ont bouleversé l'ordre politique du Proche-Orient. Toutes les grandes civilisations se sont effondrées. En 1200 avant Jésus-Christ, le système politique en place à l'âge de bronze s'est effondré. Les Hittites au nord sont tombés en premier, puis ce furent les Mycéniens à l'ouest, et enfin l'Empire égyptien, ce qui a laissé un grand vide. De nouvelles puissances ont émergé de ce vide politique. L'espace politique s'est complètement dégagé. L'effondrement des grands empires a ouvert la voie à l'émergence d'un nouveau pouvoir. Dans la région de Kirbat-en-Ahas, ce sont les royaumes d'Israël et d'Édom qui ont vu le jour. Selon Tom Levy, des deux seules puissances qui aspiraient au contrôle des mines de cuivre, Édom était le candidat le mieux placé pour y arriver. Un site, découvert près de l'usine de fusion, pourrait confirmer cette hypothèse. Il s'agit d'un cimetière. Les tombes sont circulaires. On a une tombe à cyste au milieu. C'est un coffre entouré de rochers et fermé par des dalles de pierre. Nous espérons pouvoir soulever ces dalles en fin de journée. C'est le moment de vérité. Ces sédiments ont été portés ici par le vent. Cette tombe est sûrement remplie de sédiments. Les archéologues sont déçus. D'autres ont ouvert le tombeau avant eux. Il aurait été visité dans l'Antiquité. On espérait être les premiers à l'ouvrir et découvrir un tombeau intact, mais il faut attendre. Un archéologue se doit d'être patient. Bon, c'est le 5e. Très bien, regarde sur le côté. Les bonnes nouvelles ne tardent pas à arriver. L'équipe a mis au jour des ossements. On a déterré un crâne. Il nous manque encore une grande partie des os. On va peut-être trouver un squelette complet. C'est une belle découverte. Les archéologues commencent à dégager le squelette du sable dans lequel il reposait depuis 3000 ans. Ils réussissent à le mettre au jour entièrement. Le squelette est entier. Il est recroquevillé dans une posture proche de la position fétale. Cet homme avait-il un rapport avec les mines? Si c'est le cas, ses dents et ses os contiennent du cuivre et du plomb, résidus de la fusion du cuivre. Des échantillons sont broyés, dissous, puis analysés à l'aide d'un spectromètre de masse qui va détailler leur composition chimique. Les résultats sont comparés à ceux d'analyses effectuées sur des squelettes antérieurs à la révolution du cuivre. Les ossements du cimetière contiennent 4 fois plus de cuivre et de plomb que les dépouilles datant de la préhistoire. Nous pourrions avoir trouvé des individus qui procédaient à la fusion du cuivre.
Cet homme était probablement un ouvrier du site de fusion. Dans sa tombe, aucun élément ne donne d'indice sur son origine. L'étude d'objets trouvés dans le cimetière et dans les environs permet d'en savoir plus. Les personnes enterrées ici étaient originaires de la région. Nous avons découvert des objets en céramique, entre autres. Ils sont tous édomites. Si les ouvriers de Khirbat Naas étaient édomites, l'hypothèse concernant l'âge du complexe de production de cuivre serait confirmée. Les universitaires s'accordaient à dire que le site datait du 7e siècle avant Jésus-Christ. Cette datation a influencé tout le travail de Tom Levy. Il savait que la puissance égyptienne s'était effondrée au XIIe siècle avant Jésus-Christ, tout comme les autres grands empires de la région. D'après la chronologie des rois présentée dans la Bible, l'Israël de Salomon a prospéré au Xe siècle avant Jésus-Christ. Les historiens datent l'émergence du royaume édomite au 7e siècle avant Jésus-Christ. Les objets mis au jour à Khirbat Naas ayant appartenu aux Édomites, il serait logique que le site de production de cuivre date lui aussi du 7e siècle. Pour confirmer cette estimation, Tom Levy fait appel à Tom Hayam, spécialiste de la datation au carbone 14 de l'université d'Oxford. Au niveau du poste de garde et des dépôts de scories, il prélève des échantillons de matière organique, des brindilles, des morceaux de charbon, des graines de dattier crachées par les mineurs. Pour obtenir une datation précise, nous devons prélever une série d'échantillons. Il faut donc en prendre dans chaque couche de sédiments. Ils pourront ainsi établir une chronologie. Si une des dates obtenues n'est pas cohérente, l'ensemble de la série peut être remis en question. Tom Hayam emporte les échantillons dans son laboratoire à Oxford. En appliquant la datation au carbone 14 et les analyses statistiques modernes, le scientifique peut calculer l'âge des échantillons avec une marge d'erreur de 30 ans. Le résultat est surprenant. Les résultats préliminaires apparaissent à l'écran. Ce qui frappe, c'est que tous les échantillons dateraient des 10e et 11e siècles. Les mines auraient donc été en activité 400 ans avant la date avancée jusqu'ici. Nous pouvons affirmer avec quasi-certitude que ces sites tournaient au Xe et XIe siècle. Ça ne fait aucun doute. Cette découverte bouleverse les hypothèses de l'équipe. Si l'on en croit la chronologie archéologique généralement admise, le royaume édomite n'existait pas à cette période. Aurait-il émergé avant le 7e siècle? Cela accréditerait les récits bibliques des guerres que David a menées contre les Édomites. Selon la Bible, David a conquis Édom et construit des forteresses dans la région, comme celle de Khirbat Naas. Il mit des garnisons dans tout Édom. Et les Édomites devinrent ses sujets. La forteresse de Khirbat Naas ressemble à d'autres forteresses découvertes en Israël antique. David pourrait-il avoir envahi Édom pour contrôler la production du cuivre? Salomon, son fils, aurait alors hérité de ces mines. Mais le royaume de David et de Salomon était-il assez développé pour contrôler l'industrie du cuivre dans la faille de la mer Morte? Le royaume, décrit dans la Bible, semblait si immense et si puissant qu'il n'aurait eu aucun mal à régner sur cette région.
Salomon dominait tous les royaumes qui s'étendaient depuis l'Euphrate, le grand fleuve, jusqu'au pays des Philistins et même jusqu'à la frontière de l'Égypte. Mais depuis 20 ans, les archéologues mettent en doute ce récit. Pendant plusieurs décennies, ils ont cherché des éléments prouvant l'existence de ce royaume du Xe siècle, dirigé par David et Salomon. En vain. Ils disposent tout de même de certains indices. Une inscription du IXe siècle évoque la victoire d'un roi araméen sur la maison de David, qui atteste l'existence de David, mais pas d'un grand royaume. À Jérusalem, des ruines de ce que l'on pense être la cité de David n'ont pas encore été datées de façon formelle. Certains archéologues affirment qu'elles seraient plus récentes. Le doute plane également sur la réalité du royaume de Salomon tel qu'il est décrit dans la Bible. La plupart des spécialistes s'accordent sur un point. David et Salomon ont bien existé. Mais rien ne prouve qu'ils ont été de grands souverains en position de contrôler les mines de cuivre, comme celle de Khirbat-en-Ahas. Certains historiens avancent qu'ils étaient en réalité de simples chefs de tribu. Dans ce cas, pourquoi la Bible présenterait-elle Salomon comme le dirigeant d'un magnifique royaume? Peut-être parce que les récits qui traitent de Salomon ont été transmis oralement pendant des générations et ont été enjolivés au fil du temps. Le roi Salomon, qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, épousa aussi beaucoup d'autres étrangères. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Il est clair que les récits bibliques qui traitent de Salomon sont bien loin de la réalité. Les dimensions du royaume, la prospérité, les trésors de Jérusalem, tout est très exagéré. La Bible indique que Salomon avait 1000 femmes. Mais à l'époque, Jérusalem comptait 1000 habitants. Il n'aurait donc pas pu avoir 1000 épouses. David et Salomon étaient-ils des rois ou des chefs de tribu? Le débat fait rage depuis 40 ans. Des découvertes faites sur un nouveau site pourraient apporter une réponse définitive à cette question. Khirbet Kiafa, situé à la frontière entre l'Israël antique et le territoire des Philistins, a été le théâtre du célèbre combat entre David et Goliath. L'archéologue Yossi Garfinkel y a mis au jour une ville fortifiée. Ces murs imposants ont été construits par une main-d'œuvre très organisée. Ce sont les remparts de la ville de Khirbet Kiafa. D'après nos calculs, 200 000 tonnes de pierre ont été nécessaires pour construire ces fortifications. Ce site n'a donc rien d'un campement tribal. Cette muraille impressionnante a certainement été bâtie par une puissance politique bien plus développée qu'une tribu des montagnes. L'équipe de fouilles a également déterré des cruches dont les poignées portent des empreintes digitales, un élément souvent utilisé comme cachet officiel. Voici une marque de belle qualité. Le potier a apposé l'empreinte de son pouce sur la cruche avant de la faire cuire. Cette marque indiquait que la cruche était la propriété du royaume et non celle d'un particulier. D'autres indices tendent à prouver que la ville faisait partie de l'Israël antique. Dans les ordures de la ville, Yossi Garfinkel et son équipe s'attendaient à trouver un certain type d'ossement. Là, on a des dents et une partie de mâchoire qui appartenait certainement à un mouton ou à une chèvre. Sur ce site, nous n'avons trouvé que des os de mouton, de chèvre et de bétail. Il n'y a pas d'os de cochon. Dans les villages philistins, les archéologues ont toujours trouvé une grande quantité d'os de cochon. Cela signifie-t-il qu'à Khirbet Kiafa, la consommation de viande de porc était interdite, comme en Israël?
La datation de matières organiques provenant du site a donné à Yossi et son équipe des raisons de se réjouir. Le carbone 14 indique que ces murailles datent de la fin du XIe, début du Xe siècle, l'ère du roi David. Si Khirbet Qaffa était bel et bien une ville d'Israël, c'est la plus ancienne jamais découverte. Un autre indice vient corroborer cette théorie. C'est un jeune homme venu participer aux fouilles pendant l'été qui l'a mise au jour. Au départ, j'ai cru que c'était une poterie comme une autre. Avec mon ami Sanyo, on n'arrêtait pas de déterrer des poteries. Mais celle-ci portait des inscriptions. C'est un ostracon. Un ostracon est un tesson de poterie utilisé comme support d'écriture. Il a une belle forme géométrique. C'est étonnant parce qu'habituellement les tessons de poterie sont bien plus petits et n'ont pas de forme géométrique. Lorsqu'on a rincé la pièce un peu plus tard, on s'est aperçu qu'elle comportait des écritures. Restait à savoir de quelle langue il s'agissait. Les inscriptions sont presque effacées. Il est quasiment impossible de les déchiffrer. Pour identifier la langue, Yossi doit pouvoir lire le texte. Il a envoyé la pièce à Greg Bierman, à Santa Barbara. Il emploie une technique d'imagerie très particulière. Il est difficile de lire les écritures sur une poterie ou un papyrus, parce que le substrat s'est effacé. On a un texte foncé écrit sur un fond noir. Ce n'est donc pas évident de le déchiffrer. C'est comme chercher un chat noir en pleine nuit. Le système de spectrophotométrie prend des centaines de clichés de l'ostracon à différentes longueurs d'onde afin de déterminer où le contraste entre l'écriture et l'arrière-plan est le plus prononcé. Voici un exemple pris à 365 nanomètres. C'est blanc, comme s'il n'y avait rien d'écrit. À cette longueur d'onde, la poterie et l'encre renvoient la même quantité de lumière. C'est pourquoi on ne distingue rien. Quand on augmente la longueur d'onde, on passe à la couleur bleue. À 500 nanomètres, le texte commence à apparaître. En associant des clichés pris à différentes longueurs d'onde, Greg parvient à obtenir une image nette du texte. Une copie de l'ostracon a été envoyée à Bill Schneiderwind de l'Université de Californie à Los Angeles. Ce texte en écriture alphabétique primitive est le plus important dont nous disposons. Les textes de cette période comportent en général 3, 4, 5 lettres. Ici, il fait 5 lignes. Ces lettres font partie de l'alphabet cananéen, le premier système d'écriture alphabétique dont sont dérivées les écritures hébreu et latines. Il faut maintenant décoder le texte. Selon les experts en écriture ancienne consultés par Yossi, les lettres ont été écrites de façon désordonnée. Certaines sont retournées, d'autres sont à l'endroit, d'autres enfin sont sur le côté. Aleph, l'équivalent du A, est écrit 3 fois. Une fois sur les jambages, une fois sur la tête, le sens habituel, et une fois sur le côté. Les spécialistes, bien qu'ayant des difficultés à reconstituer les mots formés par ces lettres, sont très enthousiastes. C'est un mot hébreu, c'est sûr. Ne faites pas. Ne faites pas. Ils ont identifié d'autres mots hébreux. Eved, adoration. Shaphat, juge. Nakam, vengeance. Et Melek, roi. L'alphabet est cananéen, mais les mots sont hébreux. Ces lettres ne sont pas issues de l'alphabet hébreu, mais de son ancêtre, qui va donner lieu à l'écriture hébraïque. L'ostracon est une découverte exceptionnelle, car il témoigne de la naissance de l'écriture hébraïque.
Je tiens entre mes mains le plus ancien texte hébreu jamais découvert. Mais que dit ce texte exactement? Il est difficile de répondre à cette question. Il est très délicat de comprendre ce texte. C'est de l'hébreu, mais il manque les voyelles. C'est donc une inscription quasi illisible et sans voyelles. De nombreuses interprétations sont possibles. Chaque mot peut être un nom, un verbe. On ne s'imagine pas à quel point c'est complexe. Hagai Misgav avance avec précaution. On peut affirmer en restant prudent qu'il s'agit d'un texte et non d'une simple énumération de noms. Il contient des phrases, dont certaines pourraient avoir une portée légale ou morale. On ne connaîtra peut-être jamais le sens exact des inscriptions de cet ostracan. Cependant, son importance est incontestable. Il prouve qu'au cours du siècle où Salomon a vécu, dans des villes fortifiées, on copiait des textes rédigés dans une version primitive de l'hébreu. Les objets déterrés à Khirbet Qaffa pourraient donner des éléments de réponse aux questions qui persistent au sujet de Salomon. À l'instar de l'écriture hébreu, le royaume de Salomon en était à ses balbutiements. Cela pourrait expliquer l'un des seuls événements survenus en Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ, dont la réalité n'est pas contestée. La Bible dit que 5 ans après la mort de Salomon, une armée égyptienne a envahi le royaume qui a été terrassé. La 5e année du règne de Roboam, Sheshonk, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable. Plusieurs spécialistes affirment que le récit biblique de l'invasion d'Israël par Sheshonk est confirmé par une grande fresque en relief de Thèbes, ville de l'Égypte ancienne. Des scènes figurant des prisonniers et des fortifications représentent les lieux pillés par Sheshonk. On voit bien que Sheshonk voulait choisir de traverser le plateau central au nord de Jérusalem. Il est le premier pharaon à avoir agi ainsi. Les autres avaient progressé le long de la côte. Il avait donc l'intention d'atteindre Jérusalem. Le royaume de Salomon menaçait peut-être les intérêts de l'Égypte dans la région. Si ce fait est avéré, l'invasion de Sheshonk pourrait bien être une preuve supplémentaire de l'importance du royaume de Salomon. Si l'Israël antique n'était qu'un territoire de tribus, pourquoi le pharaon aurait-il voulu l'envahir? Peut-être cherchait-il à écraser tous les royaumes récemment établis au Proche-Orient. Un élément mis au jour à Khirbat en-Naas tente à prouver que Sheshonk avait l'intention de détruire l'industrie du cuivre dans la faille de la mer Morte. Dans les scories, Tom Levy est parvenu à distinguer les différentes couches de résidus déposés année après année. Le rythme s'interrompt soudainement. On remarque des perturbations dans la production de métal à la fin du Xe siècle. La couche est très fine, ce qui indique une interruption dans le travail de fusion du cuivre. Tom Levy pense que cette interruption correspond à l'invasion de Sheshonk. Si le déroulement de la campagne de Sheshonk fait débat parmi les historiens, tous s'accordent sur un point. La production du cuivre était très convoitée à cette époque. Contrôler les mines, c'était contrôler la région. Ces mines étaient-elles celles du roi Salomon?
J'espère qu'au cours des fouilles à Khirbat et Naas, nous trouverons des inscriptions mentionnant des personnages bibliques, que ce soit les Édomites ou bien les rois David et Salomon. Mais rien n'est sûr. Les mines ont peut-être changé de main chaque fois qu'un nouveau royaume arrivait au pouvoir. Quoi qu'il en soit, il est certain que le cuivre produit à Wadi Feinan était vendu dans toute la région jusqu'à Jérusalem. Si un jour les objets en cuivre du temple de Jérusalem sont retrouvés, nous découvrirons que le métal a été produit dans les environs. Une chose est sûre, les découvertes réalisées à Khirbat et Naas et Khirbet Kiafa ont bouleversé l'idée que l'on se faisait du Xe siècle avant Jésus-Christ, l'ère de Salomon. Une époque où, dans des villes fortifiées, les scribes apposaient des textes sur des poteries et où des royaumes en pleine ascension dirigeaient l'industrie florissante du cuivre. L'Israël antique de Salomon et le mystérieux royaume d'Édom commencent enfin à livrer leurs secrets. Grâce aux efforts des archéologues, nous redécouvrons aujourd'hui la révolution métallurgique qui a bouleversé cette période.